Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Kichol ha'eda kulam kedoshim uvtocham Hashem. Donc ça, on va dire que ça va être, même si après, nous, on sait, c'est bon, voilà, nous, on a nos connaissances déjà, on a notre expérience de plusieurs décennies sur ce que consistait à dire, à faire la révolution de Korach et son assemblée. Le Rav Kook explique en fait que l'objectif principal de Korach et son assemblée, c'était la révolution, une sorte de communisme spirituel. Voilà, on est tous égaux spirituellement. Et ce qu'il dit ici, Kichol ha'eda kulam kedoshim, uftocham Hashem. Et le Hashem, il réside parmi tout le monde de la même façon. Umadua titnaseu al ke'al Hashem. Et donc, si c'est ainsi, si on est tous kadosh, si on est tous les mêmes, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors je ne vois pas pourquoi vous serez des Nessiim, pourquoi vous vous placerez au-dessus de nous, sur le peuple d'Hachem. Alors déjà, posons deux petites questions ici. Quel est leur discours? Leur question, la question claire, parce que tout ça c'était une préface, Kol Haïda Kulam Kedoshim, etc. Là, ce qui les dérange, c'est Madoua Titnaseu al Ke'al Hashem. Pourquoi il y a des grades? Pourquoi il y a des grades? On veut du communisme. Quelque part, on peut se poser la question, mais c'est une aberration. On vient de dire ici, ils ont ramené 250 personnes. Rashi, il a dit, il y avait même Elitzur Manchedeo. D'accord, des illustres personnages. Eux-mêmes, ils sont des Siim. De quoi tu me parles? D'accord, c'est comme l'autre, la France Insoumise, là. Non, c'est pas bon, la 5ème République, on est tous les mêmes, etc. Ah, pourquoi tu es député européen? Pourquoi tu vas là-bas et tu veux? Oumadoua titnaseu al ke'al Hashem. Mais toi-même, tu es assis. Donc de quoi tu parles? Vas-y, commence. Démissionne, toi, déjà. Après, on verra. Maintenant, il y a autre chose. Il y a une question aussi d'Arshanou, d'interprétation un petit peu du contexte général de la paracha. C'est l'approche que l'on doit avoir en lisant cette paracha, en relisant le sujet de Korach. Quelle approche? Généralement, on nous a un peu conditionnés à avoir cette approche qu'on aurait quand on lit un livre, quand on voit un film, il y a les gentils, il y a les méchants. Donc direct, nous, quand on lit parachat de Korach, c'est le méchant, on n'a rien à voir. Un peu comme l'histoire de la semaine dernière, on parlait des Meraglim principalement. Ah, les Meraglim, c'est eux. En fait, on a vu, on a découvert chaque année, au fur et à mesure, on comprend un petit peu plus, les Meraglim, c'est pas obligatoirement eux. On ne peut pas aussi facilement s'identifier à Yehoshua et Caleb. Celui-là, il avait une force de prière exceptionnelle. Il y en a un qui s'en est sorti sur 12. Et l'autre, il a reçu la bracha de son maître. Alors, on n'est pas les élèves de Moshe Rabbeinu et on n'a pas la force de Tfila ou la force de caractère de Caleb obligatoirement. C'est que quand on parle des Meraglim, on parle des Meraglim. La Torah elle a un message, Torah Traïm, c'est une Torah de vie. Donc quand tu dis, mais tu peux pas nous ramener. Ah, une fois on a été un petit peu anti-sioniste. Mais bon, aujourd'hui c'est révolu. Mais non, que non, si on te demande de lire ça, c'est que c'est valable encore aujourd'hui. On a un problème dans notre approche à Eretz Israël. Quand on nous raconte l'histoire de Korach, ça doit être un peu la même chose. Vous savez, dans la Gada de Pessah, à un moment donné, donc on parle des 4 enfants. On dit Keneged Arba'a Banim Dibra Torah. Il y a des gens, quand ils lisent ça, la Torah, elle a parlé à 4 enfants. Alors, comment, avec les gestes, on comprend mieux. Alors, il dit Echad Chacham. D'accord? Echad Racha. C'est l'autre. Celui que je ne peux pas me voir, mon ennemi. Ah, Echad Tam, c'est mon cousin au 3e degré. Bon, il n'a pas appris comme moi. Bon, chacun ne fait pas les meilleurs choix dans la vie. Donc lui, il est Tam. Et Vechal Sheno Yodé Alishol, c'est mon voisin, le pauvre, depuis tout petit. Alors lui, il ne connaît rien du tout. S'il avait reçu, avec toute la modestie, bien entendu, mon éducation, si moi je l'avais enseigné, il ne serait pas comme ça aujourd'hui. Ça, c'est une façon de lire. Le Baal Shem Tov, il dit non, monsieur, tu n'as pas compris. Echad Chacham, Echad Racha, Echad Tav, Echad Sheno Yodé Alishol. Tu es, la Torah, elle a parlé à toutes tes facettes.
d'accord, à tout ce que tu peux contenir de différent à l'intérieur de toi. Il y a une partie tam, il y a une partie chacham, il y a toutes ces parties. Et par rapport à ces 4 parties, la Torah, elle te raconte l'histoire d'Égypte et c'est censé t'amener à ces 4 parties quelque chose. De la même façon, dans le même état d'esprit, le Baal Shem Tov, il disait comme ça. C'est marqué, il y a une halakha dans Shulchan Aruch, la Mishnah, elle le dit dans Masechet Megillah, Akoreh et ta Megillah le mafrea lo yatsa. Celui qui dit la Megillah le mafrea. Ça veut dire quoi le mafrea? Même dans le désordre. Il fait le chapitre 5, après il fait le 3, après il passe au 6, il revient au 1. Lo yatsa, il y a un CD, il y a une histoire, ça doit avoir un sens, il y a un début, il y a une happy end. Si tu fais pas comme ça, t'es pas yotse. Le Baal Shem Tov vient dire non, c'est pas ça. Akoreh et ta Megillah les mafrea. C'est quoi les mafrea? Celui qui lit la Megillah dans un état d'esprit. Il était une fois un roi assuérus qui a menacé les Juifs et qui par l'intervention de... Et on s'en est sorti. Bon, les mafrea avant. Ça s'est passé avant. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est ma vie. Lo yatsa. Dit le Baal Shem Tov, Vadaï que miprinat selon les règles du Shulchan Aruch, Vadaï que si une personne elle a lu, même si elle a lu une histoire révolue qui s'est passée déjà avant, Vadaï qu'il est yotse. Mais ce que le Baal Shem Tov il veut te dire, Koreh ta Megillah les mafrea, si tu lis ça comme une antiquité, lo yatsa, ça veut dire yatsa yeda Shulchan Aruch, Vadaï, mais de toi-même tu n'es pas sorti. C'est qu'en fait, une demi-heure avant la fin de la Megillah, tu étais quelqu'un. Alors, tu es la même personne avec 100 grammes de Megillah en plus. Ouais, c'est tout. Mais tu es la même personne. C'est ça qui veut dire. Akoreh ta Megillah le mafrea. C'est très chassidique comme explication. D'accord? Si tu lis ça comme une antiquité, donc tu n'as rien amené, tu n'as rien évolué. Alors, on peut dire, c'est un peu la même chose par rapport à Korach. Quand tu lis Korach, première réaction que n'importe qui a, légitime, c'est lui. Moi, je veux pas dire, moi, je veux pas d'embrouille. Mon Moshe Rabbeinu, je l'embrasse la main. Mon Moshe Rabbeinu d'aujourd'hui, je l'embrasse. Mais c'est eux, Korach. C'est pas nous, c'est pas moi. Il faut comprendre. Non, c'est pas possible. De la même façon que les Meraglim, c'est quelque chose qui te touche. Que la Torah a un message à te délivrer. Donc, à nous de faire en sorte que la parasha de Korach ne soit pas les mafrea aussi. C'est pas un truc révolu que tu dis, un jour il y avait des imbéciles qui sont discutés avec Moshe. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes là? Bah d'ailleurs que ça t'apporte quelque chose à toi. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Et ça nous amène à une question beaucoup plus consistante. Parce que, a priori, donc, comme on a dit, avant de poser leur question, leur revendication, elle est Madoua titnaseu al ke'al Hashem. D'accord? Pourquoi vous jouez les princes? Pourquoi vous êtes dégradés? Ça, c'est l'aboutissement. Mais quelle a été leur thèse? Quelle est la thèse qu'ils ont présentée à Moshe Rabbeinu? C'est Kichol ha'eda kulam kedoshim uvtocham Hashem. Arrêtons-nous un instant. Moshe Rabbeinu, il est là. Moshe Rabbeinu, je t'en prie, explique-moi juste, c'est quoi la bêtise qu'ils ont dit? Tu n'es pas d'accord avec ça? Kol ha'eda kulam kedoshim uvtocham Hashem. Il y a un problème avec ça? Non, on est tous kadosh. On a tout ce potentiel, on a tous une neshama extraordinaire. Quelle est tu comprends? À la rigueur, c'est à ça que je voulais arriver. À la rigueur, tu étudies là, une Gemara, il y a un Tosfot. Tosfot, il te propose 2 réponses qui sont basées selon 2 avis différents. Sans aucune hésitation, quelqu'un qui est bien dedans, qui est bien plongé dans son sujet, il va approfondir, réfléchir pour essayer de comprendre. Pourquoi Tosfot il a voulu répondre comme ça? Et c'est quoi la nafkamina? Quelle va être concrètement la différence entre ces 2 réponses? Alors là, tu vas. En quoi Moshe Rabbeinu il n'est pas d'accord? C'est quoi la différence de la thèse de Moshe Rabbeinu? Il n'est pas d'accord? Kol haïda kulam kedoshim. Non, il y a des gens qui sont kadosh, il y en a qui sont moins, il y en a qui ne sont pas du tout. Vadaï qu'il est d'accord. Alors c'est quoi la thèse de Moshe Rabbeinu? Et regardez ce qui se passe juste après. Il se passe quelque chose d'unique dans la Torah. C'est seulement quand on regarde avec attention. Juste après, la Torah dit, c'est un pasouk. Vaishma Moshe, vaipol al panav. Alors vous allez me dire le mot vaipol al panav, on dirait que c'était la gymnastique de Moshe. À chaque fois, il tombe sur sa face, il tombe sur sa face. On l'a déjà vu au niveau des Meraglim, on l'a vu au niveau des mythes onénim. D'accord, à chaque fois, vaipol al panav, vaipol al panav.
Il y a une différence fondamentale entre tous les Vaïpol Alpanav autres et celui-là. C'est que ici, Vaïshma Moshe, Vaïpol Alpanav. C'est-à-dire, quand est-ce que Moshe est tombé sur sa face? Lorsque les Meraglim sont venus. Prenons juste l'exemple de la semaine dernière. Les Meraglim sont arrivés, ils ont dit, voilà, Vegam Zavatrala Vudvash, Vezepiria, voici les fruits, c'est magnifique. Efes qui Azaam, il y a un bémol, c'est la force du peuple, etc., etc. À ce moment-là, il n'a rien dit. C'est Kalev qui est intervenu. Kalev il est intervenu, et là ils ont sorti le vrai discours. Non, l'on a allé, on n'ira pas, et là, Vaïpol Alpanav. Moshe Rabbeinu ne tombe pas sur sa face sur un discours, sur des idées, sur un acte, sur quelque chose qui engage vraiment à ne pas faire quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire. Mais là, Vaïshma Moshe Vaïpol Alpanav. Il n'y a rien, il revendique quelque chose, il parle avec lui, et Vaïpol Alpanav. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est pas que Moshe Rabbeinu a une nuance par rapport au discours revendiqué juste avant. Il refuse catégoriquement, il en tombe sur sa face. Tellement il n'est pas d'accord. En quoi tellement il n'est pas d'accord. Il va falloir comprendre ça. Et juste après, Pasuk He, qu'est-ce qui a marqué? Vaïdaber el Korach, el Koladato les morts. Le fait que Vaïpol Alpanav, ça n'empêche pas quand même de... Ça coupe pas la communication. Il parle quand même, il va communiquer avec eux, il va essayer de leur répondre. Et donc, Vaïdaber el Korach. Bon, on comprend qu'il parle assez sévèrement, Vaïdaber. Ve'el Koladato et à tous ces Chachamim, à tous ces Raché Sanedraot. Et il leur dit quoi? Il leur dit comme ça, d'entrée de jeu. Boker, bizarre, le matin. Ils n'ont pas parlé de temps. Veyoda Hashem et Asherlo. Et Hashem fera savoir celui qu'il a choisi, celui qui est Ve'et Kadosh, celui qui lui est saint, Ve'ikri Velav. Et il le désignera officiellement, il le rapprochera de lui. Ve'et Asher Yivchar Bo Yakri Velav. Et celui qui l'aura choisi, il le rapprochera vers lui. Bon, plein de questions sur ce verset. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre juste le premier mot. Parce que vraiment, on ne va pas rentrer ici dans le développement de la théorie de Korach. En quoi Moshe Rabbeinu n'est pas d'accord? C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est le préambule un petit peu. C'est quoi ce mot boker? Ce passouk aurait été très bien sans le mot boker. C'est quoi boker? Moshe Rabbeinu, eux, ils viennent et disent, pourquoi il y a des grades? Bon, alors Moshe Rabbeinu répond, on va demander à Hachem, et il va nous dire, et lui, il va décider. Vous voulez être vous voulez plus être, vous démissionnez? Non, vous êtes... Hachem va nous dire. En quoi le mot boker il est important ici? Alors on a Rashi qui ramène deux explications. Une explication selon le Pshat et une explication selon le Drash. Regardez Rashi à la deuxième ligne. Boker veyoda ata et shichrut ulanu. Magnifique. C'est-à-dire là, on est échauffé, on est échaudé par les aberrations de Korach. Et donc on a un petit peu comme si on avait bu de l'alcool. On est bouillant. Azlo yekabel od mimeni. Non, excuse-moi. Non. Et shichrut ulanu velo nachon leharot lefanav. Veu haya mitkaven litrotam. Velo nachon leharot lefanav. C'est-à-dire que c'est pas le moment, ça serait pas vraisemblable, ça serait pas conséquent de lui répondre maintenant. Veu haya mitkaven litrotam. Et Moshe Rabbeinu avait l'intention de le repousser. Shema yachzeru bahem. Je simplifie Rashi. La négoce, il fait de la négoce. Négoce que il fait jouer le temps. D'abord, on le fait jouer à la montre. C'est pas, comme on dit en français, la nuit porte conseil. Tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu seras beaucoup plus frais dans ta tête, etc. Peut-être que tu n'auras pas du tout les mêmes revendications, la même agressivité, etc. Ça, c'est le premier pirouche que Rashi ramène au niveau du pshat. C'est ça, boker. Dans la deuxième explication, c'est un peu... Oh, c'est voilà, au Midrash, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. 6e ligne de Rashi, au début de la ligne. Au Midrasho, comment on interprète ça? Boker, pourquoi il dit boker? Donc on voit que si Rashi ramène une deuxième explication, c'est que lui-même n'est pas content, on n'est pas totalement satisfait de la première qu'il a ramenée. C'est pour ça qu'il ramène le Midrash pour essayer de nous donner un complément. Au Midrasho, boker, Amar lahem Moshe, Gvulot chalak HaKadosh Baruch Hu ba'olamo. HaKadosh, Moshe dit, mais
Akadosh Baruch Hu, il a fait des limites dans ce monde-là. Aujourd'hui, c'est le soir, et demain, ça sera le matin. Et qui c'est qui a décidé? Vous allez faire une manifestation, ah non, on ne veut pas que le soleil se lève. Akadosh Baruch Hu, il a fait des limites. Comme il a fait des limites, il a fait des limites que Aaron, il soit Kohen Gadol. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il soit plus Kohen Gadol? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait ses limites. C'est lui le maître des jeux. Yecholim atem la for boker le'erev. Comment pas? Si Dieu il a décidé que Aaron il soit Kohen Gadol, vous pouvez décider autrement, même avec des beaux discours. Est-ce que vous pouvez changer le matin en soi? Ken tuchlu levatel et zo. Est-ce que vous pouvez annuler les décisions d'Hachem de nommer Moshe en tant que roi et chez Neymar vayerev vayiboker, etc. Vayavdel et comme Vayavdel Aaron, l'Agdisho, Kadosh Baruch Hu, il a séparé Aaron. Comme il a fait le monde, vous avez posé des questions, ah non, non, pourquoi c'est le matin, pourquoi c'est le soir? À Kadosh Baruch Hu, il a fait des différences, donc c'est lui qui a fait les différences au niveau des hommes. Il a choisi que lui, il est plus apte, plus approprié. Botaï, c'est très gentil à Rachid de nous amener deux explications. Mais a priori, même ces deux explications ne sont pas assez satisfaisantes. Ou du moins, on a, de notre point de vue à nous, de notre compréhension de ce qu'on a de Rachid, c'est pas totalement satisfaisant. Je commence par la deuxième explication. En fait, donc, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui dit? Akadosh Baruch Hu, il a fait des lignes, il a décidé des limites. Bon, alors, tu aurais pu dire même Laïla, en fait. Le mot Boker, il est pas spécifique. Tu aurais pu dire Laïla, t'as vu aujourd'hui, c'est Laïla. Pourquoi c'est Laïla? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est Laïla. Donc, le mot Boker, tu l'as pas justifié totalement. Tu as dit, c'est juste un exemple de limite. Mais tu aurais pu dire Tsaoraïm, tu aurais pu dire Erev, tu aurais pu dire n'importe quoi. Oui, ça fait partie des limites qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de mettre dans ce monde. Donc, elle manque. La première explication, elle est aussi manquante un petit peu. Parce que dans la première explication, Rachid explique que Moshe Rabbeinu a l'intention de donner un délai. D'accord? Un délai. Bon, alors dis-lui, Machar. De Hot Shnei Yamim, Shlosha Yamim. Donne une notion de temps. Mais donne pas un moment de la journée. C'est pas le fait que c'est Boker que tu vas avoir les idées claires. Peut-être tu as besoin de 2-3 jours. Alors, si l'intention de Moshe Rabbeinu, comme il le dit Rashi, c'est de gagner du temps, hein, c'est de lui donner un délai. Alors, parle de durée, mais ne parle pas d'un moment de la journée. Ça n'a rien à voir le moment avec la durée. Donc les deux explications sont un peu bancales. Et enfin, la question principale qui va nous amener un petit peu à voir plus clair dans tout ça, et qu'il va falloir étayer un petit peu, c'est l'emplacement de cette paracha. Rachid déjà au début, bon on va pas revoir, on n'a pas le temps, on n'a pas trop le temps. Alors il fait la jonction, les tzitzit, on a parlé des tzitzit, Korach est venu avec des tzitzit entièrement bleus, etc. Bon. Mais c'est au niveau de l'idée. Parce que des fois, comme Rachid d'ailleurs l'a fait la semaine dernière, Parashat Korach, Parashat Shlach, elle vient juste après le Lashon Hara de Myriam. Bon, alors Lashon Hara, etc. Au niveau de l'idée. Alors, on est déjà en position de se poser la question, quand est-ce que ça s'est passé? Parce que vous verrez d'ailleurs, la Parashat Korach, et ça c'est les commentateurs le disent, je crois que les maîtres de la chassidoute, c'est plus chassidique, mais c'est très vrai. Ils remarquent que dans toutes les fautes que les Bnei Israël ont fautées dans Bamidbar, quand on parle des mythes onénim, des mythes avim, quand on parle des meraglim, d'accord, quand on parle de tout, après Bnot Moav, Hashitim avec Balak, etc. La Torah à chaque fois, d'ailleurs Bamidbar, ça s'appelle un peu l'épopée des Bnei Israël, c'est un peu les aventures. Et à chaque fois, par rapport à une aventure, on a un moment. À la deuxième année, ça c'est juste avant de rentrer, après on va voir dans le parachat de la semaine prochaine en Choukat, on va voir l'histoire de Memeriva, l'histoire du rocher, juste avant de rentrer en Eretz Israël, etc. La Torah donne une description, des fois une grande, des fois une petite, mais on a toujours un minimum de description pour savoir quand est-ce que ça s'est passé. Vous allez lire toute parachat de Korach, il n'y a pas un moment qui est donné. Pas une seule description au niveau du temps, du lieu. Ils étaient à cet endroit, donc on apprend que... Non. Aucune description, ni d'espace, ni de temps. C'est bizarre. Hein? Alors, dans cet esprit, justement, les maîtres de la chassidoute disent, justement, c'est parce que le problème
korachnique, si on peut l'appeler ça comme ça, puisqu'il s'adresse à nous, on va expliquer en quoi. Bémet, il n'a pas de temps, il n'a pas d'espace. Ne crois pas que Korach, c'est juste à la synagogue, ou c'est juste vis-à-vis des personnalités reconnues par le gouvernement, ou par des rabbinim attitrés. Le problème de Korach, il est partout, tout le temps. Dans tous les espaces, dans tous les temps. Alors, ça va nous aider, ça nous amène à nous poser la question, bon, maintenant, au niveau historique, ça s'est passé quand? D'accord, c'est pas marqué. Mais ça s'est passé quand, Bémet? Alors, il y a deux écoles, hein. D'accord? Il y a une braïta dans le Seder Olam, un livre un peu qui décrit l'ordre chronologique dans lequel les choses sont passées, puisque dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique. Dans le Seder Olam, Rabbah, c'est marqué là-bas que la paracha de Korach a obligatoirement eu lieu après les Meraglim. Et comme ça, le Ramban, il enseigne aussi, et il ramène une preuve donc, de cette braïta, et on peut ramener une preuve très forte à ça. C'est que quelques lignes plus tard, on va voir la revendication des Nessi et Eda, des fameux princes de tribu. Là, à la rigueur, c'est encore Korach qui parle. Mais eux, ils vont dire Af lo eleret zavat chalav aviotan. Eleret zavat chalav udvash aviotan. À un moment donné, ils vont dire, mais en plus, de toute façon, on est tous condamnés à être enterrés par nos enfants, donc parce qu'on ne va pas rentrer en Eretz Israël. Donc ça veut dire que la paracha de Meraglim, elle est déjà passée. D'accord? Ça, c'est au niveau chronologique. A priori, c'est ce que ça veut dire. Mais ça n'explique pas pourquoi la Torah, elle fait suivre successivement cette paracha, la paracha, le sujet Korach, après le sujet Meraglim. Quel lien, au niveau de l'idée, la Torah veut nous faire passer entre la paracha de Shlach, Meraglim, et l'histoire de Korach. D'accord? Parce que même Rashi, au début, il nous explique l'histoire de Elitzaphan. Je veux dire, c'est une vraie question ce que je vous pose, c'est pas juste une question de curiosité. La question, elle se renforce à travers le principe suivant. Si tu dis qu'effectivement, ça s'est passé après les Meraglim, donc les Meraglim, on sait à peu près quand ça s'est passé. C'est la 2e année, et ils sont revenus le jour de Shabbat, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils demandent? Imaginons que, voilà, on va simplifier les choses. Korach, lui, il demande la Keuna Gdola, il veut être Kohen Gadol. Eux, ils veulent être Moshe Rabbeinu, ou ils veulent reprendre le rôle des Lévites. D'accord? Les Bechorot, Réhouven. Imaginons, c'est pour simplifier les choses. Non, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu arrives maintenant? Parce que l'histoire des Meraglim, imaginons que ça s'est passé après. Donc, les Meraglim, c'est la 2e année à Tisha B'Av. Donc, un an et à peu près 4 mois. D'accord? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. 5e mois. Donc, 1 an et 4 mois. Au bout d'1 an et 4 mois, que Aaron, maintenant, Aaron, il a été nommé lorsqu'on a construit la première année, le Mishkan. Donc, au bout d'1 an, tu t'es rappelé, oh, c'est pas juste. Makara, Boker Tov, Shalom Aleichem, qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas au courant qu'Aaron était Kohen Gadol? Tu avais quelque chose à dire, il fallait venir depuis le début. Et même les autres. Imaginons maintenant que l'argument principal, la réclamation, la revendication principale, c'est l'attribution de ce qui était à la base réservé aux Bechorot, qui a été donné aux Lévim. Suite à quoi ça a été fait? Au Chet HaEgel. Chet HaEgel, c'est quand? C'est 1 mois et demi comme ça après la sortie d'Égypte. D'accord? C'est 40 jours après Shavuot. C'est 17 Tammuz. Non, alors là aussi, on a un problème. Ça fait aussi 1 an. Ça s'est passé. Alors pourquoi ils viennent que maintenant? Pourquoi ils viennent que maintenant demander? Pourquoi ils viendraient après les Meraglim? C'est depuis le Chet HaEgel que tu aurais dû revendiquer ton droit à rester le Bechor comme étant le Lévi, celui qui va servir au Mishkan. Donc, vous comprenez, ça nous pose un problème, cette notion de temps, de quand est-ce que ça s'est passé. C'est pas seulement au niveau de l'idée, mais même, essayez de comprendre, on dirait que la Torah veut t'enseigner, non. Korach et son groupe ne pouvaient venir faire leur révolution qu'après l'histoire des Meraglim. Pourquoi? Quel rapport? Pourquoi l'histoire des Meraglim a constitué un pas essentiel dans l'avancée de l'histoire de Korach? Voilà. Ça, c'est une question très très forte. Alors, ce qui me surprend, c'est que ce qui a déclenché chaque Korach, c'est le fait qu'il ait vu que le dernier fils d'Abraham
a été nommé responsable élite. Magnifique. Magnifique. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc c'est l'histoire d'Eli Tzafan, d'accord? C'est Eli Tzafan Ben Uziel. Donc il vient dire à Moshe, dis-moi, t'as sauté des générations ou quoi? Toi, bon d'accord, ton frère je veux bien. Mais même moi, donc là, je suis plus rien pour toi. Donc il est offusqué de ça. Mais quand est-ce que ça s'est passé ça? Ça aussi, c'est la deuxième année au début, donc ça fait déjà 5-6 mois. Donc même ça aussi, c'est un problème. Même ça ne justifie pas suffisamment. Donc c'est pour ça que je te dis, on est obligé de dire, avec le changement des Lévi'im, avec la nomination de Aaron, le Chet Egel et tout ça, on a eu besoin des Meraglim. C'est-à-dire je ne pouvais te parler de Korach qu'après t'avoir parlé des Meraglim. C'est pour ça que j'ai besoin de dire ça. Mais après, il faut comprendre pourquoi. En quoi le sujet des Meraglim est essentiel pour pouvoir revendiquer l'histoire de Korach. Alors pour ça, on a besoin de revenir au Meraglim. Comme on l'a dit depuis le début donc, de cette intervention, on n'est pas là, nous, à lire les parachutes en se disant, tiens, je lis l'histoire qui s'est passée, qui est complètement révolue, qui n'a plus rien à voir avec moi, d'accord? Je lis une Torah de vie qui s'adresse à moi chaque année avec un message un peu plus fort, qui m'engage à avancer, etc. Donc quand on relit l'histoire des Meraglim, on ne les exclut pas obligatoirement de notre cerveau en disant on parle d'eux, on ne parle pas de moi. Et donc on parle de 12 illustres personnages. Donc là c'est vraiment le top du top. Si dans Parashat Korach c'était le top, là-bas c'est le top du top. 12 responsables, aussi bien de leur tribu que du peuple en général. On les envoie pour une mission cruciale, à savoir visiter la terre d'Israël, et on connaît la finalité. Dites-moi, si on essaie de comprendre un peu avec du recul, ces gens-là étaient principalement habités par le souci, on va dire, de la survie, de l'état d'esprit, du bien-être de leur tribu en particulier, et de l'état d'Israël en général, de l'état du peuple d'Israël en général. Alors pourquoi ils ont refusé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui ressort, on va dire, alors vous avez sûrement entendu différentes thèses, je pense que la semaine dernière on en a parlé aussi d'une, mais toutes ces thèses rejoignent un petit peu l'argument principal, l'argument le plus féroce qu'ils ont pu prononcer lors de leur rapport, c'était Eretz Ochelet Yoshevea, une terre qui dévore ses habitants. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ne le prenons pas. Encore une fois, on parle de 12 Gdolim. Donc ils ne viennent pas maintenant ici te dire on va arriver là-bas, le sol va nous ensevelir, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eretz Ochelet Yoshevea. Je crois que c'est l'Admour Azaken qui explique comme ça. Il dit Eretz, c'est la Artsiout, la patrie, la nationalité, la matérialité, le fait d'avoir sa terre, de fonder un pays, d'organiser, ça va nous bouffer. Ici, on est dans le désert, on est dans une sorte de c'est comme les endroits, on avait parlé, comment ça s'appelle les endroits où on fait... Faut se prendre en main, quoi. Non, tu sais, où ils font pousser les salades, tout ça, où c'est fermé. On a une sorte de serre, voilà, complètement protégée, une bulle. Et on a les ananim, on a le BR, on a la manne. Et on peut spirituellement, oh là là, qu'est-ce qu'on vit comme sensation phénoménale, extraordinaire. On s'élève, on se sent proche d'Hachem. On va arriver là-bas, on estime que les gens vont pas tenir le coup. On va leur dire, messieurs, vas-y, allez, bosse, construis ta maison, travaille la terre, fais une armée, fais une sécurité sociale. Et là, ça va partir en vrille. On va perdre cette relation, cette dimension de spiritualité. Nous allons totalement la perdre. Alors voilà, je suis obligé de vous faire une parenthèse avec un commentateur chassidique encore, qui est le Sfat Emet. Le Sfat Emet, c'était un des plus grands admourim de la chassidut Gour. Et il relève quelque chose de magnifique. Il dit, en fin de compte, donc, qu'est-ce qu'il redoutait? Il redoutait ne plus avoir ce rapport avec la nourriture, de sentir dans la nourriture Hachem. Avec l'eau, il voyait Hachem. Donc l'eau, c'est l'énergie, c'est la vie, d'accord? Dans la protection, il ressentait Hachem. Il redoute ça. Il dit, dites-moi, c'est quoi les 3 mitzvot qui ont été donnés après avoir récité la paracha des Meraglim? La Torah parle de 3 mitzvot. Après, on va parler maintenant d'un autre... Il y a un autre sujet aussi, mais au niveau mitzvot, il y a 3 mitzvot. La mitzvah de Nesachim, les libations, la mitzvah de la Chala et la mitzvah des tzitzit. C'est extraordinaire. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il vient nous rassurer. Il dit,
Mes enfants, vous avez peur de rentrer là-bas? Vous vous souciez? Vous avez... dans la nourriture va vous éloigner de moi? L'énergie, l'eau va vous éloigner de moi? Le manque de protection. Vous savez quoi? Je vous donne 3 mitzvot. Nesachim, les libations, c'est le liquide. C'est Nisuchamaim, Nesechayaim. C'est-à-dire que, effectivement, ces énergies du vin, de l'eau, vous allez les faire au Misbéach. Et donc, à travers ça, je serai toujours en relation avec vous. Et on dit, Nisuchamaim, c'est Kedeshit Parchoua, pour que les pluies soient abondantes, pour que les pluies soient bénéfiques, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus le béar de Myriam. Mais je serai là, à travers cette mitzvah. Vous allez devoir vous engager. La manne, vous avez peur à travers ce que vous allez manger. Allez, faites la chala. Vous verrez, une fois la chala faite, même ce que vous allez manger ne va pas vous éloigner de moi obligatoirement. Vous avez peur de ne plus être protégé? Mettez les tzitzit sur vous. Les tzitzit, vous serez, chacun il aura ses ananekavod personnels, individuels. Magnifique cette vision de voir. Ces 3 mitzvot correspondent exactement à l'angoisse qu'avaient estimé ces Nessi'im que le Bnei Israël allait perdre. Et donc, il les rassure à travers ça. Béhémet, pour être vrai, parce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, il y a un sujet que j'ai sauté dans ces 3 mitzvot, c'est le fameux sujet du Mekoshesh et Tzim, de celui qui a coupé du bois Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait celui-là là-bas? Alors j'ai entendu justement d'Arabe en Israël au nom du Rabbi, tout simplement, le Rabbi Lubavitch. C'est bientôt Saïloula d'ailleurs, la semaine prochaine. Extraordinaire. Et c'est un truc de génie qu'il a sorti sur cette histoire de Mekoshesh et Tzim. Il y a un Tosfot dans Baba Batra qui dit que celui qui a coupé du bois, qui en fin de compte a été lapidé parce qu'il a profané Shabbat, Nitkaven Mekoshesh, le Shem Shamaï Nitkaven. Il a fait les Shem Shamaïm. Ça veut dire quoi les Shem Shamaïm? C'est quoi la thèse de Tosfot? Il dit parce que lorsque Akadosh Baruch Hu a prononcé la sentence, il a dit vous allez tous mourir dans le désert. Donc en 2 mots, toute votre génération ne va pas rentrer en Eretz Israël. Alors à un moment donné, les Bnei Israël, au niveau de l'état d'esprit, ils se sont affaissés quant à leur devoir de la pratique des mitzvot. Donc en fin de compte, c'est un peu selon la théorie du Ramban dans Parashat Lech Lecha, qui dit que d'après lui, toutes les mitzvot qu'on fait en Chutz La'aretz ne sont qu'un entraînement par rapport aux mitzvot qu'on est censé faire en Eretz Israël. D'accord? Ça c'est la chita du Ramban. Et c'est un peu, on va dire, dans cet état d'esprit que le peuple avait sombré suite à l'épisode des Meraglim. Ils se sont dit en fin de compte, ils rentrent pas en Eretz Israël. Donc on ne va pas faire des vrais mitzvot. Donc en fin de compte, bon d'accord, c'est pas qu'ils vont dire on fait plus rien. Oh, peut-être on va mettre des tfidin, on va jeûner avec Kippour, d'accord, on va faire des grandes choses. Mais en fin de compte, l'importance cruciale de la pratique des mitzvot n'est plus aussi cruciale, puisqu'on ne va pas rentrer en Eretz Israël. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Les Shem Shamaim Nitkaven. Il est parti, il a coupé du bois. Il a coupé du bois et Moshe Rabbeinu a demandé qu'est-ce qu'on fait avec lui? La question est connue. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? La Torah l'a dit. Kol haosebo melacha yumat. Bechal le Shabbat, on le tue. Qu'est-ce qu'il pourra Moshe Rabbeinu va demander à Kadosh Baruch Hu? C'est d'ici que toi sois lissé, que c'est les Shem Shamaim. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a fait les Shem Shamaim? Mais c'est quoi sont les Shem Shamaim? C'était de démontrer au peuple, et dire regardez, même dans le désert, quelqu'un il est Mechal Shabbat, Chayav Mita. Donc les mitzvot pratiques, on les fait, et elles sont cruciales, et on risque notre vie dessus. Toujours, même dans le désert, même pour ceux qui vont jamais rentrer en Eretz Israël. Donc il a voulu recentrer, replacer, remettre totalement en place un petit peu les mitzvot maasiot, voilà, la pratique des mitzvot. Et le rabbi, il explique. C'est brillant ce qu'il dit. Il dit, c'est mieux que ça, ça va plus loin que ça. Il y a une règle générale dans Ilchot Shabbat. On a vu ensemble une fois par rapport à Mechabé, par rapport à celui qui éteint. Éteindre, c'est pas le même problème qu'allumer. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle, c'est Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Pour qu'une action s'appelle Mechalel Shabbat, faudrait-il encore avoir eu l'intention de faire l'action pour l'action elle-même, pour le bénéfice de l'action. J'avais besoin de ça. D'accord? Il faisait très froid, j'avais besoin de bûche, je suis parti couper du bois. Ça, c'est au niveau de l'appellation de la melacha. Mais, Chachamim nous apprennent, melacha she'ena tzricha legoufa. Quand tu fais quelque chose que tu n'as pas besoin,
Ça s'appelle pas c'est pas tout. Mais la crache, c'est pas tout. On n'est pas Chayav Mita dessus. Maintenant, ce type-là, il est où? Il est dans le désert. Il y a la manne, il y a la Hanan Kavod. Donc il n'a pas fait ça pour faire une barrière chez lui, d'accord, pour se protéger, il avait la Hanan Kavod. Il n'a pas fait ça pour faire chauffer de l'eau, ni pour cuire de la nourriture, parce qu'il avait la manne, il avait le BR. Donc il a fait ça pourquoi? Justement, il a voulu prouver comme ça. Il a dit, regardez, au niveau de l'action, excusez-moi, au niveau de l'intention, ce type-là, halachiquement parlant, il est innocent. C'est quand tu prends son intention, mais la chachina sricha les goufa, il n'a pas besoin de ça, il n'est pas tout. Shulchan Aruch, il n'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez, et si le Beddin, il voit quelqu'un faire ça, et qu'il l'avertisse, il le fera atra, devant deux témoins. D'accord? Et que le type, malgré ça, il dit à Falpichen, il continue à couper du bois. Voilà ce qu'il a voulu leur apprendre, c'est la chose. Regardez, au niveau de mon intention, zéro reproche. Je suis en rien coupable. J'ai tous les arguments pour moi pour ne pas être condamné. Malgré ça, le Beddin, quand il va venir m'avertir, il m'avertit sur quoi? Pas sur mon intention, sur mon action. Ah, tu fais quelque chose d'interdit? Sur l'action, il est chayav mita. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit de ce Mekoshéchetzi? Et ça donne vraiment un message global à la parasha de Shlach. Et là, on va pouvoir comprendre la parasha de Korach. Ce qui ressort de façon générale de cette parasha, c'est, en fin de compte, les Meraglim, voilà, les Meraglim ont eu comme préoccupation principale l'intention des Bnei Israël, la kavana, d'accord, la partie de la Torah qui se joue au niveau de l'intention, celle qui nous élève vers Hachem, la marshava, d'accord. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu viendra? Non mais vous n'avez pas compris. Le fait de construire une terre, de labourer, de construire vos maisons, de faire un pays, etc. C'est l'action que je vous demande. Moi, je ne vous demande pas de rester des bébés toute votre vie dans le désert et que moi, je vous occupe de vous. Et vous, que vous m'aimez, que vous me faites des sourires et vous m'embrassez. C'est pas ça. Moi, je vous demande de l'action. Toute la paracha de Korach, c'est ça. Ça tourne autour de la question, mais qu'est-ce qui prévaut? C'est l'action ou l'intention? Madim, je dis, quelqu'un, il se lève le matin au net, avant le net. D'accord? Il a fait Tikun Chatzot l'année. Il va au mikvé. Et après, il a son seder. Il fait tout le Teilim. Après, il fait du Zohar. Après, il fait sa Mishnah. Il chok l'Israël. D'accord? Toute la journée. Toute la journée, il a étudié. Mais pas à ce temps, il a étudié des trucs extraordinaires. Il n'a pas lu Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est considéré comme quoi? Fais une avéra? T'as manqué de mitzvah? Attends, non, mais Akadosh Baruch Hu, je t'en prie. Le schéma, c'est quoi le but? C'est de s'attacher à toi, de te reconnaître. Mais j'ai fait ça toute la journée, je me suis attaché à toi. Parce que j'ai pas dit que je vais m'attacher, mais je me suis attaché. Moi, j'ai pas voulu me suffire de l'action. Moi, j'ai fait la chose vraiment dans l'absolu. Rien du tout. Tu n'es pas yossé de créer de schéma, mais va-t-elle mitzvah tasser? Prends de l'autre côté maintenant une personne, elle est là, Shema Israël, d'accord, Hachem Echad, ouais, Hachem il est tout seul, il est unique, c'est le seul, etc. Et dès qu'il enlève la main de ses yeux, et machinalement, vers peut-être Hachem Ekecha, il est en train de se dire, oh là là, je bois un bon coca frais là, après maintenant, il fait trop chaud, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Mais c'est qu'au niveau de l'intention, rien du tout. Il a l'action requise pour le schéma, il a eu. Qu'est-ce que tu dis? Qui aime, il se va tasser. Il a fait la mitzvah. C'est ça le parashat Shlach. Le parashat Shlach. Shlach, c'est justement, on avait une question, les Meraglim pensaient noblement que l'intention, mais prévaut surtout, l'intention, c'est ce qui me relie à Hachem, c'est ce qui me fait monter, c'est ce qui me rapproche de lui. Mais alors donc, et ça vaut même plus que l'action. Toutes ces théories tombent, ça fait justement, on va dire non, mais justement, vous allez avoir de quoi manger, vous allez faire une challah. Pour faire une challah, il va falloir planter le blé, le cultiver, il va falloir le ramasser, il va falloir le moudre. Et quand vous allez faire la challah, comprenez, le nisour, la même chose, vous allez faire le vin, vous allez ramasser, recueillir l'eau. Les tzitzit, vous allez fabriquer vos tzitzit, vos habits, vous allez mettre des tzitzit à leur coin. C'est l'action qui prévaut. L'action est primordiale, l'action est principale. Et sur ça, on enchaîne
la paracha de Korach. Une fois qu'on a compris que l'action prévaut, que l'action est primordiale et que sans l'action, même si tu as les plus belles intentions du monde, ça vaut rien. Hein. C'est là qu'arrive le discours de Korach qui disait Kichol ha'eda, kulam kedoshim, uvtocham Hashem. Dites-moi. Il vient Korach et dit à Moshe, il dit Moshe, juste une petite question. Le matin tu mets tes tefilines, mais aussi, moi aussi je les mets. Il y a une différence entre tes tefilines à toi, mes tefilines à moi, entre la mitzvah. Je ne parle pas maintenant de ta perception de la Torah, ta connaissance de la Torah. Ça c'est clair, bah, oui, c'est toi qui as entendu, je ne remets pas en question, il n'y a pas de problème, etc. Mais au niveau de l'action, on est les mêmes. On est tous les mêmes. Et même celui qui met cette film pour la première fois, c'est comme les films de Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas. C'est mitzvah, c'est l'action, une action. Lui, il vient maintenant Korach, il dit bon, en fait, il surenchère sur la leçon qu'on a tirée de la paracha Shlach. Là, on a tiré que l'action, c'est primordial. Alors il dit l'action, c'est tellement primordial, c'est comme Moshe Rabbeinu. En fait, en fin de compte, on n'a pas besoin de Moshe, ni de Aaron. Viens, on fait un tour de rôle. C'est maintenant, une fois que la Torah elle est descendue, c'est bon, Hachem il t'a donné 613 mitzvot. Il a changé en mettant des titis tout bleus. Poser la question. Alors justement, regarde. Il a voulu changer des choses quand même. Il a pas été... Alors regarde. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quel message il a voulu porter à travers ça? Il a voulu dire en fin de compte. Donc qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Il veut qu'on fasse. J'ai compris, il veut qu'on fasse. Ben, tu sais quoi on va faire? Donc tu vas nous remplir des fiches. D'accord? Et voilà, il faut faire ça. Et avec une autre colonne, faut pas faire ça. Et chacun il va remplir. D'accord? J'ai des droits, effectivement, je bénéficie de ce voyage dans le désert, mais j'ai des devoirs et je vais remplir mon devoir. Il a voulu quelque part dénuer une mitzvah de la dimension de son intention, de l'intention. Peut-être l'intention, elle n'est pas importante. Qui te dit que parce que toi, tu as eu une kavana quand tu as mis les tefilines exceptionnelles, tu as visualisé la sortie d'Égypte, à quoi ça correspond, et ta sortie d'Égypte personnelle, et tu t'es senti maîtriser un peu plus ton cœur, un peu plus tes sentiments, faire l'équilibre entre... Mais qui te dit? On n'a pas besoin de tout ça. En fin de compte, le principal c'est de faire, non? C'est quelqu'un de il veut. Bon alors viens, on met de côté à la poubelle tout ce qui est... lui, c'est le seul à être capable à penser à avoir cette intention. Laisse-toi. Aaron, on n'a pas besoin d'un Aaron. On va faire un tour de rôle. On a besoin d'un mec qui soit responsable. On va faire un tour de rôle, un responsable. Kichol ha'eda, kulam kedoshim, uvtocham Hashem. Kulam kedoshim, c'est quoi? En quoi on est kedoshim? Parce qu'on fait. Ou item, vasitem otam, comme ça s'est marqué dans la paracha du schéma la semaine dernière. Et c'est ça qu'ils veulent dire. Oublie juste le fait de mettre de l'intention dans une vie. Le principal, c'est l'action. Faisons les choses. On va finir comme ça, regardez. Ilchot Kashrut. La Gemara dans Choulin, elle dit, si vous avez un poulet off, à qui il manque un membre, à qui il y a un défaut vital, est-ce que je peux le manger? Non, t'arrêtes. D'accord? Maintenant, si un poulet, il n'a pas d'aile, il ne vole pas. D'accord? Petit oiseau, il n'a pas d'aile. Ou comme on dirait en hébreu moderne, un off-off. C'est un off qui est éteint. D'accord? Off-off. Il est caché ou il n'est pas caché? Caché, on dit vital. Il est caché. Il lui manque des pieds, il lui manque une jambe, il n'est pas caché. Il lui manque des ailes, il est caché. Maintenant, ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi les ailes? Les ailes, c'est ce qui va permettre au poulet, on va dire, d'aller plus haut. Ça reste un poulet parce qu'il va faire cocorico le matin. Alors en ça, c'est un off, mais c'est pas un off qui peut voler. Ça veut dire quoi? Un juif qui fait les mitzvot. Il fait les mitzvot. Mais il remplit des cases. Voilà, et j'ai dit, je vais à Shacharit, je vais à Mincha, je vais à Rui. J'ai dit que je vais au Shiur. J'ai dit que je m'intéresse. J'ai dit que je fais. J'ai dit que je pratique. Il fait. Mais il n'a pas... Imaginons qu'il fait comme Korach.
il omet complètement la dimension spirituelle, la dimension transcendante du mitzvah, la dimension, la dimension intérieure, cachée. D'accord? Celle dans laquelle on va pouvoir se différencier dans la qualité de mitzvah. Imaginons que non, c'est le Shulchan Aruch. On a le Shulchan Aruch, on a les 4 halakim du Shulchan Aruch. Mais voilà, on est codifié. Le principal, c'est d'être codifié. Il y a les pratiquants, les non-pratiquants. C'est tout ce qu'il y a. C'est ça, ça veut dire qu'on est exactement comme ce poulet. Ouais, on a un poulet, on est caché. On est caché. Mais on ne vole pas. On est un off-off. C'est ce qu'il a dit le Baal Shem Tov. C'est ce qu'il a dit le Baal Shem Tov, justement. Je vous le disais tout à l'heure. Il dit Akoret ha Megillah le mafrea lo yatsa. Tu lis la Megillah, tu lis, c'est une mitzvah, il faut la faire. Bon, je la fais. Lo yatsa, mais t'as pas avancé, toi. Tu t'es pas élevé. T'as pas réalisé plus dans ta vie en quoi ça t'implique, l'histoire de la Megillah. T'es pas plus serein en sortant de la Megillah. Donc ça veut dire quoi? Vous savez, il y a une phrase qui est reprise dans différents Gemara. Qu'est-ce qui peut annuler un mauvais décret, que ce soit sur une personne ou sur le clan d'Israël en général? C'est Tchouva ou Maasim Tovim. Maasim Tovim, je sais ce que c'est. Pourquoi Tchouva? C'est quoi Tchouva? Maasim Tovim, des bonnes actions. Une bonne action, tu fais quelque chose de bien, on t'a demandé le Shulchan, on te demande de faire ça, toi tu fais ça. Non. Tchouva ou Maasim Tovim? Tchouva, c'est quoi? C'est le truc à l'intérieur. C'est le truc qui te prend dans les tripes et qui va faire en sorte que la bonne action que tu vas faire, tu l'as fait avec une dimension qui ne demande qu'à t'élever vers un Kadosh Baruch Hu. La tzedaka que tu vas faire, tu vas la faire parce qu'un Kadosh Baruch Hu te demande, parce que tu as l'impression de redistribuer quelque chose qui ne t'appartient pas. Et c'est pas non, je mets l'action, tu m'as demandé quoi, c'est un prix, ma sœur, voilà, j'ai calculé, bon, je donne, c'est tout, je me débarrasse. Merci, ça y est, t'es content, laisse-moi tranquille. Non. Il y a, et ça je voulais vous montrer, la Megillah, la Gemara à la fin de Megillah, elle dit quelque chose d'hyper puissant. Maman, à la fin, elle dit comme ça. Amar Rabbi Shetatia, Amar Rabbi Yochanan. Kol akore belo neima. Tout celui qui lit la Torah. Belo neima. Sans agréabilité. En fait, c'est une chanson, un air. Veshone belo zimra. Et il étudie la Mishnah, la Gemara, sans air, sans chanson. Allah va katou vomel. Écoutez bien. Il dit, le pasouk dit sur lui, Vega mani natati lahem chukim lotovim. Eh oui, Akadosh Baruch Hu dit, je leur ai donné des règles qui ne sont pas bonnes. Ou mishpatim lo yichriu bahem. Et des lois qui ne vont pas les faire vivre. Et en fait, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est une façon qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Si tu fais tout, il a un chapeau, il a une barbe, il a des tzitzit, il fait toute cette filote, il fait toutes les mitzvot. Il n'y a pas d'alliance spirituelle. Il n'y a pas une proximité avec Akadosh Baruch Hu qui est en train de s'exercer. Mishpatim lo yichriu bahem. Oui, c'est vrai. Bon, je t'ai donné une Torah, tu l'as déformée. C'est exactement ça, la suite de la parashat Korach après la parashat Shlach. Dans la parashat Shlach, on a mis l'accent sur l'action. L'action, c'est fondamental. Depuis quand c'est quoi un juif de cœur? Un juif du cœur, c'est des ailes toutes seules, sans le poulet. C'est rien. Vous comprenez? Il n'y a pas d'être, il n'y a rien, il n'y a personne. Ah, on dit non, il faut le poulet. Ah d'accord, donc c'est pas important l'action. Ouais, d'accord, alors enlève les ailes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça, c'est extraordinaire. Vaishma Moshe Vaipol al Panav. Tout est répondu. Vaishma Moshe Vaipol al Panav, c'est dire quoi? C'est quoi Moshe? Pourquoi on a choisi ce nom pour par rapport aux 10 prénoms qu'il avait? Moshe, il a été tiré. C'est lui qui nous tire à travers sa façon, à travers la façon du Gadol de faire la mitzvah. Il nous tire. Je regarde et je prends exemple. Et je m'en inspire pour essayer de m'élever vers Akadosh Baruch Hu. Il est Moshe. Viens, Korach. Kol haïda kulam kedoshim. On n'a pas besoin de Moshe. Il faut faire des choses, on va les faire. On n'a pas besoin de Moshe. C'est Madoua Titnaseou. Pourquoi dans la pratique de vos mitzvot vous serez plus haut que nous? C'est ça ce qu'ils veulent dire. Ouais, on a tout répondu. Quand on a dit on a dit, Madoua Titnaseou, on a répondu. Quand il lui dit Boker, c'est ça Boker. Il y a celui pour qui le matin ça engage à quelque chose. Le matin ça engage. Il y a pour qui le matin c'est juste un changement de luminosité.
Donc en fait, pour lui, c'est la nuit. Donc c'est Boker. Quand va arriver la lueur du jour, là, c'est un signe qui vous engage à être actif et à aller au boulot et à être productif, etc. Une mitzvah, c'est la même chose, c'est comme Boker. Tu fais la mitzvah, donc ça vous engage à quelque chose de spirituel, à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, à faire briller la lumière de façon encore de plus en plus intense. C'est ça la notion de Boker. Donc, c'est pour ça, quelle est la finalité de Korach? Quelle est la finalité de Korach? Englouti dans le sol. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Ah, tu veux faire les mitzvot? Je veux faire les mitzvot, je veux faire mon devoir. Ne me demande pas plus, je veux faire mon devoir. Ah, donc ça veut dire que tu veux rester au sol? Non, reste dans le sol. Reste dans le sol. Alors enfonce-toi dans le sol. Parce que quand tu veux rester au sol et tu veux faire les mitzvot sans pour autant t'élever, il y a un type de religieux aujourd'hui, comme ça, qui consiste... Il fait tout. Non, je t'en prie, ne parle pas de Chassidoute, ne parle pas de Neshama, ne parle pas de choses qui me dépassent, irrationnelles. Il faut faire. Voilà. Moi, par contre, tu veux des théories maintenant sur celui qui est Patour et Bedi Avad et sur les Shittot et sur les Poskim, je te fais, il n'y a pas de problème. Mais ne parle pas d'Irat Shamaï. Il y a des communautés... Mais attends, crée ta Torah. Il faut faire créer ta Torah. On va dire à chacun, toi, prépare-toi. Truc, tfila, chacun il sait lire ici, chacun il sait dire, tfila, on va chacun sortir, on va faire The Voice et chacun il va sortir un air sur son Kaddish, etc. On n'a pas besoin de Tamid Chacham, on n'a pas besoin. Non, c'est pas pour ça. Le Tamid Chacham d'une communauté, aussi petite qu'elle soit, c'est Moshe, c'est lui qui te tire. C'est la dimension que tu peux pas palper, qui n'est pas concrète. C'est lui qui va t'élever, c'est lui qui va donner envie à ton gosse d'avancer dans le sens de la profondeur de ce qu'il pratique à la maison. Toi, tu lui as donné la pratique. Lui, il va lui donner l'envie de comprendre quelque chose, de s'engager à travers ça, quelque chose. C'est en ça que Korach ne peut être que la suite de la Parashat Shlach. Maintenant, on peut commencer à comprendre c'est quoi Korach.